Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui va nous emmener à la découverte des solutions de sécurité proposées par Microsoft dans sa suite EMS. Je suis Mathieu Itazouzen, consultant cloud et environnement utilisateur chez Expertime depuis près de 10 ans maintenant. Et j'interviens chez nos clients afin de leur apporter des solutions sur toutes les problématiques liées au déploiement, la gestion ainsi que la sécurisation des identités périphériques dans le contexte du Modern Workplace. Ma fonction première étant d'écouter nos clients et de les conseiller au mieux afin de leur proposer des solutions adéquates, innovantes et à forte valeur ajoutée que nous pourrons être amenés à mettre en place ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Expertime ou qui nous rejoignent pour la première fois, nous sommes une société de conseil et d'expertise IT. On accompagne nos clients en accélérant leur transformation digitale, avec une offre de service construite autour de 4 piliers. Smart Cloud, notre offre de conseil en choix des infrastructures et conception des architectures applicatives. Hypermobility, qui couvre la sécurisation des appareils, des accès et des applications dans le cloud pour répondre aux besoins de mobilité croissants de nos salariés. La Collective Intelligence, où nous accompagnons nos clients dans la conception d'un environnement de travail simplifiant l'accès aux ressources et favorisant la productivité digitale des équipes ainsi que leur collaboration. Et enfin, la Data Analytics, avec une offre de formation, d'accompagnement à la mise en place et de support du cycle de vie sur les outils d'aide à la décision s'appuyant sur le traitement et l'analyse de données. Nous intervenons à la fois en mode projet et en mode run pour des clients de toute taille, issus de nombreux secteurs d'activité tels que la finance, l'industrie, même l'agroalimentaire. Ce qui fait notre force, c'est notre maîtrise de l'ensemble des solutions proposées par Microsoft qui nous permet de toujours trouver la solution correspondant aux besoins de nos clients. Je vous encourage, durant ce webinaire, à poser vos questions tout au long de la présentation, dans l'espace prévu à cet effet, le petit point d'interrogation à droite, et je tâcherai d'y répondre à la fin. Entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par une brève présentation de ce qu'est EMS et de ce que cette solution peut vous apporter pour renforcer la sécurité de votre SI et faciliter la mobilité de vos collaborateurs. EMS, c'est un ensemble de services dans le cloud permettant de gérer et sécuriser vos ordinateurs, mobiles et tablettes, ainsi que vos identités et données en mobilité. C'est une solution complète et robuste qui fait ses preuves chaque jour chez nos clients, notamment dans le contexte actuel où les questions sur le télétravail ou le BIOD sont plus que jamais d'actualité en entreprise. Mais le principal frein à la mobilité, c'est la sécurité. On peut résumer la sécurité dans le cloud à 4 grands piliers. La protection des accès, c'est le nerf de la guerre. Une seule identité compromise peut avoir des conséquences catastrophiques pour une entreprise. Nous verrons par la suite comment EMS peut nous aider à réduire drastiquement la surface d'attaque et à nous protéger. La protection contre les menaces. Bon, c'est l'aspect le plus évident de la sécurité. Comment se protéger des attaques, des malwares, ransomware et autres exploits qui parsèment le web. La protection des données. Les données, c'est l'asset le plus important d'une entreprise, aussi bien en termes de propriété intellectuelle que de stratégie ou de conformité. On pense tous aux problématiques RGPD, mais on peut également considérer la réglementation financière ou celle des ressources humaines, par exemple. L'exposition ou la fuite de données sensibles peut faire perdre beaucoup d'argent à une entreprise, mettre en péril son image de marque, voire la mettre dans une position délicate vis-à-vis de la réglementation du pays dans lequel elle intervient. Enfin, il faut pouvoir configurer, maintenir et surveiller ces solutions le plus simplement possible, tout en minimisant les coûts. Tout le monde doit se prémunir des menaces dans le cloud, mais tout le monde ne peut pas investir en 10 ETP pour y parvenir. Et si on essaie de finir à l'heure, c'est ce défi qui me pousse à survoler rapidement ce sommaire, pour que tout le monde puisse aller déjeuner décemment dans une heure. Challenge accepted. La protection des données. Protection des accès, On commence doucement. L'identité et le contrôle des accès aux données, c'est le nerf de la guerre, clairement, je le répète. Cette partie est assez dense du fait que c'est la plus importante. Si personne n'entre, enfin personne de non autorisé, j'entends, on est déjà beaucoup plus tranquille. Si vous deviez implémenter qu'un seul des 4 piliers exposés précédemment, ce serait celui-ci. Renforcer la sécurité, partout, tout le temps, tout en améliorant la productivité, c'est le challenge auquel nous devons tous faire face aujourd'hui. On doit faire en sorte que nos utilisateurs disposent d'outils appropriés, leur permettant de travailler dans des conditions optimales, tout en les sécurisant de la manière la plus transparente possible. Plus les solutions de sécurité mises en place vont se voir, plus la productivité de vos utilisateurs sera entravée par ces solutions et plus elles vont constituer une contrainte, moins elles fonctionneront. L'être humain n'aime pas les contraintes, il cherchera toujours à s'en affranchir ou à les contourner. L'identité, c'est la clé. C'est le point d'entrée à toutes les ressources de votre organisation. Et l'identité dans le Modern Workplace de Microsoft, c'est Azure Active Directory ou Azure AD. Azure AD, c'est la solution cloud de gestion des identités et des accès de Microsoft.
toutes les applications SaaS de Microsoft et bien d'autres s'appuient sur Azure AD, pardon. On pense à Office 365, mais on peut également citer Salesforce, et on peut même intégrer dans l'authentification Azure AD toutes vos applications métiers, pour peu qu'on les configure pour qu'elles soient compatibles. Un Azure AD bien sécurisé, c'est aussi sûr qu'un AD on-prem, voire même souvent plus sûr que ce que nos équipes peuvent rencontrer chez nos clients. C'est une idée reçue. Attention, Azure Active Directory, c'est pas l'Active Directory. Si vous disposez déjà d'un annuaire AD on-premises, il a encore de belles années devant lui, clairement. Azure AD, c'est pas de groupe Policy Object, c'est pas d'OU, c'est pas de site Active Directory, pas d'extension de schéma non plus. Je pense notamment à MemCM, anciennement SCCM, qui nécessite un AD avec une extension de schéma. Pas de LDAP, donc pas d'application qui s'appuie sur des requêtes LDAP, et également pas d'authentification Kerberos, l'authentification legacy pour vos applications qui seraient un petit peu anciennes. Le processus de migration d'un annuaire AD vers le cloud pour s'affranchir de vos DC, il peut être très long et assez fastidieux. Alors en attendant, il est recommandé de synchroniser avec Azure AD via le service Azure AD Connect. On va ainsi disposer d'une identité hybride qui va vous permettre d'avoir une seule identité on-prem et dans le cloud pour tous vos utilisateurs, donc un seul compte, un seul mot de passe, de bénéficier du single sign-on pour toutes vos applications, aussi bien cloud qu'on-prem, et surtout, il va nous permettre de centraliser la gestion de la sécurité on-prem et dans le cloud en bénéficiant des solutions de cloud proposées par Microsoft et notamment EMS. On y vient. Notre identité en ligne, elle est accessible tout le temps, depuis n'importe quel appareil, n'importe où. Atawad, anytime, anywhere, any device. Ainsi, vous êtes ici, au bureau, chez vous, chez vos clients. Mais vous êtes également connecté là, ou même là-bas. Nous avons tous plusieurs identités en ligne, plusieurs comptes, Facebook, LinkedIn, Gmail par exemple. Et comme personne n'aime les mots de passe, sauf les pirates, nous avons la fâcheuse tendance à réutiliser le même mot de passe. Ce comportement, il peut facilement mettre à mal la stratégie de sécurité d'une entreprise, du fait que si la base de mots de passe d'un site tiers est compromise, une partie des mots de passe de l'organisation peut l'être sans même qu'un attaquant soit introduit dans le SI. Le mot de passe ne suffit plus à protéger les comptes utilisateurs. La complexité du mot de passe, les caractères spéciaux, les majuscules, les minuscules, ainsi que son expiration sont des leurs. Les utilisateurs, ces obstacles, ils les contournent depuis toujours. Ils vont incrémenter un chiffre à la fin de leur mot de passe. Soleil 1, 2, 3, Soleil 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Ils vont ajouter une arrobase à la place d'un A, un 1 à la place d'un I, un dollar à la place d'un S. Les pirates n'ont pas mis longtemps à prendre en compte ces comportements et à les inclure dans leur stratégie d'attaque. Et là, je ne parle même pas des keyloggers qui enregistrent les frappes du clavier ou des utilisateurs qui vont carrément écrire leur mot de passe sur un papier et le coller sur leur laptop. Les recommandations de l'ANSSI sont malheureusement assez en retard à ce sujet, si on les compare à celles du NIST, son équivalent américain. Voyons maintenant ce que MS nous propose. Un seul mot de passe très complexe, renouvelé uniquement si nécessaire, vaut mieux qu'un mot de passe renouvelé tous les 3 mois, mais que l'on peut facilement retrouver ou deviner. Password Protection, il va nous permettre d'interdire ces mots de passe faibles, en s'appuyant sur une blacklist globale de Microsoft et ses partenaires. Cette blacklist, bien sûr, nous n'y avons pas accès pour des raisons évidentes, ainsi qu'une blacklist personnalisée. La blacklist personnalisée, c'est vous qui allez la créer en fonction du contexte de votre organisation. Par exemple, vous pouvez y inclure les villes dans lesquelles votre entreprise intervient ou les équipes de sport, de foot préférées de vos utilisateurs, afin d'éviter que ces mots-clés soient utilisés dans vos mots de passe. Ainsi, une fois Azure AD Password Protection activé, au prochain changement de mot de passe de vos utilisateurs, la solution va leur réclamer un mot de passe vraiment complexe. En s'appuyant notamment sur la normalisation, c'est que si dans votre blacklist personnalisée, vous avez écrit le mot password, ce qui ne sert à rien, je vous rassure, il est déjà dans la blacklist globale, si un utilisateur veut taper password en remplaçant le A par une arrobase, le S par des dollars, Microsoft Azure AD Password Protection identifiera ces caractères comme le mot password. On n'a pas besoin d'écrire tous les mots-clés possibles avec toutes les variantes possibles. La solution permet de les normaliser automatiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est le score de mot de passe. Le score de mot de passe, il va faire que on ne va pas forcément interdire les mots-clés qui sont dans la blacklist. Votre mot de passe, il pourra contenir un password, pour peu qu'il contienne également suffisamment de caractères pour le complexifier. En fait, le mot password, il ne comptera que pour une lettre dans le calcul de la complexité du mot de passe de Password Protection. C'est comme si vous aviez écrit la lettre A, par exemple. Il faudra ajouter plusieurs autres caractères pour que le mot de passe soit accepté. Si votre mot de passe est password 1, Password Protection considérera que le score de votre mot de passe il est de 2. 1 point pour le mot password
et 1 pour le chiffre 1, alors qu'il contient pourtant 9 caractères. Tout mot de passe ayant un score inférieur à 5 sera refusé. Enfin, la technologie Smart Lockout qui va permettre de verrouiller les comptes victimes de brute force tout en faisant la différence avec un utilisateur ayant simplement oublié son mot de passe et en tapant un mauvais. Une fois la solution Azure AD Password Protection mise en place, il n'est plus nécessaire, voire même contre-productif, de faire expirer vos mots de passe tous les 3 mois. Password Protection couplé aux solutions que nous verrons par la suite nous permettent de nous affranchir de cette contrainte. Un mot de passe ne devra alors être changé que lorsqu'il est compromis. Azure AD Password Protection, il nécessite un petit agent local à installer sur vos DC pour pouvoir fonctionner correctement. Passons désormais à la MFA, ou l'authentification multifacteur. C'est quelque chose de vraiment indispensable. Si vous avez une seule solution à mettre en place dans votre SI, c'est la MFA. La MFA, elle s'appuie sur ce que vous connaissez, donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, mais également sur ce que vous possédez, votre téléphone mobile ou une clé de sécurité FIDO2, ce sont des petites clés de sécurité USB qu'on branche qui vont permettre de faire de la biométrie, ainsi que ce que vous êtes, justement, la biométrie, à l'aide de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance empreinte digitale. Comment ça marche? Lorsqu'un utilisateur entre son nom d'utilisateur et son mot de passe, il va recevoir une notification sur son appareil mobile lui demandant d'approuver la connexion, à l'aide soit d'un code de déverrouillage, soit de la biométrie, soit d'un OTP, un One-Time Password. 99,9% des compromissions d'identité détectées l'année dernière ont eu lieu sur des comptes n'ayant pas la MFA activée. Il nous reste 0,1%, direz-vous. C'est vrai, aucune mesure de sécurité n'est infaillible. Mais plus on rend le travail long et coûteux pour les attaquants, plus on limite leur nombre potentiel. Ils auront tendance à s'attaquer à quelqu'un d'autre. C'est le même principe que les alarmes qu'on installe chez nous. Elles dissuadent avant même de protéger. Tous vos utilisateurs devraient avoir la MFA activée et pas seulement les admins. Les VIP, par exemple, sont en première ligne. Ils manipulent régulièrement des données sensibles et les exclure de la MFA, ça peut ruiner toute votre politique de sécurité. Le petit problème de la MFA, c'est qu'il faut rencontrer l'adhésion des utilisateurs. Donc moi, ce que je conseille à mes clients, c'est d'utiliser la méthode de la carotte. On va conditionner l'accès à de nouveaux services. Par exemple, on va mettre en place Microsoft Teams dans l'entreprise en leur disant, voilà, vous pouvez utiliser désormais Teams pour faire vos réunions, ça va être formidable. Par contre, il va falloir que vous vous inscriviez au service Azure AD MFA. Idem si vous voulez mettre en place des politiques de Bring Your Own Device, de BIOT pour vos utilisateurs. Pas de problème, vous pouvez utiliser vos devices personnels. Par contre, avant, il faut s'enregistrer à la MFA, sinon vous serez bloqué. La MFA, elle est incluse gratuitement dans Azure Active Directory. On n'a pas besoin de licence EMS pour bénéficier de la MFA. Mais dans ce cas, l'utilisateur il va devoir valider son identité à chaque connexion. C'est très contraignant et c'est là que EMS entre en jeu, avec l'accès conditionnel ou Conditional Access. L'accès conditionnel, il nous permet d'appliquer des restrictions de connexion aux applications et aux services cloud d'Azure, en fonction de critères appelés signaux. Ça va être la localisation, le type d'appareil, l'utilisateur qui essaie de se connecter, voire l'application. Il agit en fait comme un agent de sécurité à l'entrée de votre tenante Azure Active Directory. Et si un utilisateur souhaite se connecter aux ressources de l'entreprise, il devra montrer patte blanche. La stratégie du périmètre de l'entreprise ne suffit plus dans le cloud. On fait place à la stratégie Zero Trust. Les stratégies d'accès conditionnel, c'est majoritairement des instructions if-then. Si un utilisateur souhaite accéder à une ressource, il doit se mettre en conformité ou effectuer une action. Je vais prendre un exemple. Un responsable ressources humaines qui souhaite accéder à l'application de gestion des salariés. Il doit effectuer une authentification multifacteur pour y accéder afin de s'assurer que c'est bien lui. Une notification va apparaître sur son téléphone mobile qu'il devra valider avant d'accéder à l'application sur son ordinateur. S'il avait souhaité accéder à une application non critique, la MFA ne lui aurait pas été demandée, à moins qu'il ne tente d'y accéder depuis l'extérieur du réseau de son organisation. C'est clair? On peut également s'appuyer sur le Conditional Access pour contrôler la fuite de données en la couplant à Cloud App Security, un autre service de MS que nous verrons un peu plus loin. Le constat qu'on peut faire chez nos clients, c'est qu'on a tous beaucoup trop de comptes à privilèges. Avoir beaucoup de comptes à privilèges on-prem, c'est ennuyeux. Avoir beaucoup de comptes à privilèges dans le cloud, c'est catastrophique. Ces comptes, ils sont accessibles depuis partout, tout le temps, n'importe quel appareil, je le répète. Les recommandations de Microsoft, par exemple, concernant les comptes Global Admin, c'est 5 comptes Global Admin Max. Très peu de gens n'ont que 5 comptes Global Admin Max. C'est pourtant les recommandations de Microsoft. Et ces 5 comptes Global Admin Max, ils comprennent aussi 2 comptes Break Glass.
des comptes brise-glace, comme on les appelle. Ce sont des comptes cloud only, qu'on n'utilise jamais, ou presque jamais, qui n'ont ni MFA, ni conditional access, pour le cas où vous seriez enfermé dehors. Par exemple, un de vos admins fait une erreur de configuration du conditional access, il bloque tout le monde. Ou, le cas très improbable, mais ça peut arriver, une panne de la MFA chez Microsoft. Vous avez ces comptes break-glace qui ne sont soumis à aucune règle de MFA ni de CA pour pouvoir récupérer votre accès à votre Azure AD. Si vous n'avez pas encore de compte break-glace, faites-le tout de suite, au plus tôt. Donc, Privilege Identity Management, c'est justement une solution qui va nous permettre de réduire la surface d'attaque vis-à-vis de ces comptes à privilèges. On va pouvoir attribuer à des utilisateurs une éligibilité à certains privilèges. Ça veut dire que leurs comptes utilisateurs ne seront pas global admin, par exemple. Par contre, ils pourront s'attribuer le privilège global admin à la demande depuis la console Azure AD. Et ce privilège, il sera limité dans le temps. Et bien sûr, le rôle sera limité uniquement aux actions auxquelles le technicien ou l'administrateur aura droit et aura besoin pour effectuer ses tâches. L'avantage, c'est aussi qu'on peut bénéficier de ce qu'on appelle un workflow de validation qui va nous permettre que nos utilisateurs éligibles, quand ils vont faire la demande d'élévation de privilèges, cette demande d'élévation de privilèges, ils vont devoir la justifier et elle sera transmise à leur supérieur hiérarchique ou au responsable de la sécurité informatique qui, lui, va pouvoir valider au cas par cas si cette élévation de privilèges est justifiée, oui ou non, et l'approuver ou la rejeter. Enfin, on va pouvoir auditer ces fameuses élévations de privilèges par le biais de rapports qui vont nous permettre d'identifier qui disposait de quel privilège, à quel moment et pourquoi avec la justification. Passons à la protection contre les menaces. L'identité étant le nerf de la guerre, je le répéterai jamais assez, la protection contre les menaces, elle passe naturellement par la protection de celle-ci. Azure AD Identity Protection, c'est la solution cloud de protection contre les menaces liées à vos identités. Elle va s'appuyer sur l'intelligence artificielle et le machine learning pour comprendre le comportement de vos utilisateurs et détecter quand une menace potentielle apparaît. Par exemple, un voyage impossible. Un utilisateur qui se connecte à Paris et à New York en même temps, il y a un problème. Un emplacement non habituel. On va se rendre compte que cet utilisateur, il ne s'est jamais connecté à Bangkok et aujourd'hui, il se connecte à Bangkok. Et Azure AD Identity Protection, il va nous permettre soit d'appliquer une action automatique, soit simplement de l'auditer et d'appliquer des actions manuelles plus tard. Dans ces actions, on va pouvoir forcer la MFA d'un compte quand justement on a un voyage impossible ou un emplacement non habituel. On va pouvoir littéralement bloquer l'accès aux ressources de l'utilisateur ou demander la réinitialisation du mot de passe, avec MFA bien sûr. On va s'assurer que ce n'est pas l'attaquant qui change le mot de passe. Elle offre également une protection contre les fuites d'informations d'identification. Les fuites d'informations d'identification, j'entends par là que Microsoft il va monitorer le web et le darknet pour récupérer toutes ces bases de données de fuites qui se promènent et qui contiennent beaucoup de noms d'utilisateurs et de mots de passe, pour identifier si un de vos noms d'utilisateurs et mots de passe, donc le pack d'informations de connexion, n'a pas fuité sur le web. Comment est-ce qu'il va faire ça? Il va s'appuyer sur ce qu'on appelle le Password Hash Synchronization, ou PHS. Le PHS, c'est une solution qui va nous permettre de synchroniser le hash du mot de passe stocké dans Active Directory, itéré 1000 fois, ce qui permet que ce fameux hash du mot de passe est indéchiffrable. Même Microsoft ne peut pas déchiffrer ce hash du mot de passe. Mais alors, comment est-ce que Microsoft fait pour identifier que le mot de passe il a fuité si eux-mêmes ils sont incapables de déchiffrer le mot de passe? Eh bien, c'est très simple. Ils vont prendre la base de données dans le darknet et pour chaque information d'identification, login et mot de passe, ils vont réappliquer la procédure de PHS. Et ils vont faire un hash du mot de passe itéré 1000 fois. Et si le hash du mot de passe itéré 1000 fois dans la base de données du darknet, c'est le même que le hash du mot de passe itéré 1000 fois dans votre base de données, ça veut dire que c'est le même. Passons à Azure ATP. Azure ATP ou Advanced Threat Protection, c'est la solution cloud qui va nous permettre de monitorer et prévenir les attaques sur les identités on-premises cette fois. Il nécessite l'installation d'un agent sur tous les DC et on peut le comparer justement à Azure ATP. On peut le comparer à Azure ATP, au pendant on-premises d'Azure AD Identity Protection. Si on veut le full stack de protection des identités, cloud et on-premises, l'un va pas sans l'autre. Azure ATP, il va surveiller et profiler le comportement et les activités des utilisateurs, comme les autorisations, les appartenances au groupe. Il va nous créer une base de référence du comportement pour chaque utilisateur et ainsi identifier les anomalies à l'aide de son intelligence artificielle et nous fournir des insights
sur les activités, les événements suspects, les menaces détectées, les utilisateurs compromis, etc. Il va également nous suggérer les bonnes pratiques de sécurité pour les comptes via des rapports de sécurité et une analyse des profils utilisateurs, le tout de façon très visuelle, pour nous aider à comprendre rapidement exactement ce qui se passe. Par exemple, comment un attaquant va se déplacer latéralement au sein de l'organisation pour compromettre des comptes sensibles. En fonction de la configuration, il va automatiquement prendre des mesures préventives ou vous laisser le choix des actions à effectuer. En général, les attaques sont lancées contre des entités accessibles. Par exemple, un utilisateur avec des accès, des privilèges peu élevés. Mais rapidement, elles vont se déplacer latéralement jusqu'à ce que l'attaquant parvienne à accéder à des ressources importantes, comme des comptes privilégiés, des administrateurs de domaine, des données hautement sensibles. Azure ATP nous permet de détecter ces tentatives de mouvement latéral au sein du réseau et il va repérer des attaques comme le pass d'etiquette, pass DH, overpass DH, etc. Il va également détecter les tentatives de compromission des informations d'identification des utilisateurs avec des attaques par force brute. Il va identifier les échecs d'authentification, les changements d'appartenance à des groupes d'utilisateurs, par exemple. Les attaquants, ils utilisent différentes méthodes pour rechercher des informations sur les noms d'utilisateurs. L'appartenance des utilisateurs à des groupes, les adresses IP affectées aux appareils, les ressources, etc. Azure ATP, il va également détecter les tentatives des attaquants pour obtenir ces informations. Enfin, il va aussi détecter l'exécution de code à distance sur les contrôleurs de domaine et des méthodes comme la mise en mémoire fantôme du DC, la réplication d'un DC. La liste que je vous fournis là, elle est non exhaustive, mais elle est déjà pas mal. Ce qui est pas mal dans Azure ATP également, c'est qu'il est conçu pour réduire le bruit général des alertes. Il va nous fournir seulement les alertes de sécurité qui sont pertinentes et importantes, selon une chronologie simple et en temps réel des attaques de l'organisation. On a une vue chronologique des attaques qui permet de se concentrer sur ce qui est important en tirant parti de l'analytique intelligente de la solution. Nous verrons ces vues graphiques dans la partie administration des solutions de ce webinaire plus tard. L'intégration avec Microsoft Defender ATP lui permet de corréler ces informations avec celles du poste de travail. Il va nous fournir une couche de sécurité renforcée via une détection et une protection supplémentaire contre les menaces sur les appareils. C'est l'occasion de faire une rapide parenthèse sur notre ami Microsoft Defender ATP. Petite parenthèse, car Microsoft Defender ATP, il n'est pas inclus dans EMS. Il faut à minima une licence Windows 10 Enterprise 5 pour en bénéficier. Defender ATP, c'est l'EDR, l'Endpoint Detection and Response de Microsoft. Vous avez Azure ATP pour vos identités. Microsoft Defender ATP, il protège lui les appareils, Windows, Mac, Android, même iOS. Il agit en combinaison avec Microsoft Defender Antivirus, l'antivirus intégré à Windows. C'est pourquoi il doit être activé, cet antivirus, tout le temps, même si vous disposez d'une solution tierce. Il passe en passif tout seul. Il va prendre le dessus, le Windows Defender Antivirus, uniquement si votre antivirus actuel il n'est plus à jour ou désactivé. Si vous avez une solution tierce antivirus, ça ne veut pas dire qu'il faut désactiver Microsoft Defender Antivirus. Laissez-le activer, il ne va pas entrer en conflit. Il va rentrer en mode passif. Et par contre, il va vous fournir une couche de sécurité supplémentaire et en plus, il va vous permettre d'envoyer des informations intéressantes à Microsoft Defender ATP. Microsoft Defender Antivirus, à mon sens, il est très sous-coté. D'autant que combiné à Microsoft Defender ATP, il fait de l'excellent travail. Et honnêtement, tous les antivirus se valent. Je m'en rends régulièrement sur le site AB Test pour voir les benchmarks. C'est jamais le même le premier, et il arrive régulièrement que Microsoft Defender Antivirus tienne le haut du panier, par exemple. Celui-ci est built-in, c'est ce qui est intéressant. Il est toujours à jour et il ne pose pas de problème de compatibilité avec Windows. Souvent, le frein à la mise à jour des upgrades régulières tous les 6 mois de Windows 10, c'est que l'antivirus, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas compatible. Ce problème, il n'arrivera jamais avec Microsoft Defender Antivirus. L'autre point intéressant de Microsoft Defender Antivirus et de Microsoft Defender ATP, c'est qu'on peut les configurer via Microsoft Intune, le MDM de Microsoft, qui permet de gérer les périphériques partout, tout le temps sur Internet, qui ne nécessite aucune infrastructure supplémentaire, et ça vous fait une console de moins à gérer. Tout est stocké directement dans les consoles de Microsoft. Voilà pour la petite parenthèse. Passons maintenant à la protection des données. On va commencer par Windows Information Protection, qui nous permet de protéger l'utilisation des données de l'organisation par les applications. Que l'appareil soit géré par l'entreprise, donc en MDM, Mobile Device Management, ou non, en perso, en MAM, Mobile Application Management. La gestion, elle est centrée sur l'identité de l'ordinateur, de l'utilisateur, pardon. Ce que va faire Windows Information Protection, c'est qu'il va séparer les données personnelles des données professionnelles et n'appliquer les stratégies de protection qu'au contexte professionnel. Ainsi, il va protéger les données de l'organisation sans empiéter sur les données personnelles. Les applications compatibles, elles savent faire la différence
entre les documents pro et les documents perso en fonction de l'emplacement à partir duquel le fichier est récupéré ou duquel il est créé. On peut alors empêcher par exemple le copier-coller d'un document pro vers une boîte mail Gmail ou supprimer toutes les données pro à distance tout en conservant les photos de vacances de votre utilisateur. Les fichiers, ils sont chiffrés à chaud en local et seul l'utilisateur du profil sur l'ordinateur, et les administrateurs disposant de la clé de chiffrement global bien entendu, peuvent les ouvrir. Ainsi, un attaquant se connectant à la machine depuis le compte admin local, il pourra voir les fichiers dans le profil de l'utilisateur, mais ne pourra pas les ouvrir. Vous avez BitLocker qui vous permet de protéger vos données à froid lorsque l'ordinateur est éteint, le disque est chiffré. Vous avez Windows Information Protection qui va vous permettre de chiffrer vos données à chaud et les protéger. Cette protection elle peut également être maintenue sur les périphériques amovibles et il est même possible d'appliquer automatiquement ce qu'on appelle des étiquettes Azure Information Protection si le fichier est déposé sur un stockage externe. Nous verrons un petit peu plus tard ce qu'est Azure Information Protection dans quelques slides. Passons à Intune App Protection. Intune App Protection, c'est le Windows Information Protection pour les mobiles et tablettes. On peut peu ou prou faire exactement la même chose que ce qu'on a déjà sur Windows Information Protection et que je viens de vous présenter. Mais on a quelques petites fonctionnalités propres au mobile. Par exemple, l'utilisateur, on peut lui demander d'entrer un code PIN ou d'utiliser le Touch ID ou le Face ID pour accéder à ses données pro lorsqu'il ouvre une application. Ce fameux code PIN ne lui sera pas demandé s'il ouvre un document perso dans Word. Par contre, dès qu'il ouvrira un document pro dans Word, je prends l'exemple de Word, il lui sera demandé ce code PIN ou ce Touch ID. On peut également empêcher l'enregistrement des documents professionnels localement sur l'appareil mobile. L'utilisateur il pourra travailler sur ces documents, il pourra même les enregistrer dans votre cloud, sur son OneDrive, dans Teams, sur le SharePoint de l'entreprise, mais il ne pourra pas les enregistrer localement sur l'appareil. La dernière chose qui est intéressante dans Intune App Protection pour les mobiles, c'est le blocage de l'accès aux données pour les appareils qui seraient routés pour Android ou jailbreakés. Ces appareils-là, ils peuvent constituer une menace en fonction des applications qui peuvent être installées dessus. On va bloquer l'accès aux données pour ces fameux appareils routés ou jailbreakés. On arrive sur Azure Information Protection, dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. Azure Information Protection, c'est une solution qui va nous permettre de scanner tous vos fichiers, aussi bien dans le cloud d'entreprise que les fichiers on-premise par le biais d'un petit outil qu'on appelle l'IP Scanner, et qui va s'appuyer sur des templates et des expressions régulières. Donc on a des templates par défaut de Microsoft, et on va pouvoir nous ajouter des expressions régulières en fonction de notre contexte, pour identifier les informations sensibles dans vos documents. Ce qu'on va faire de ces informations sensibles, c'est qu'on va pouvoir les classifier. On va soit s'appuyer sur les étiquettes built-in de Microsoft, soit créer les nôtres, et créer des niveaux de classification. Ces étiquettes, ensuite, on pourra les appliquer soit manuellement, soit automatiquement aux documents à la volée. Sur cette étiquette, on peut également y ajouter une protection. Cette protection, l'avantage, c'est qu'elle est sur le fichier, pas sur le périphérique. Ce qui signifie que le fichier, où qu'il se trouve, il sera toujours protégé. Contrairement, par exemple, à nos partages NTFS, où dès qu'on prend un fichier et qu'on va le changer de répertoire, il va hériter de la nouvelle protection de son répertoire. Là, le fichier, on va l'envoyer par mail et n'autoriser que l'utilisateur du mail à l'ouvrir. Seul l'utilisateur du mail pourra l'ouvrir. Ce fichier, il pourra se balader dans le monde entier. Personne d'autre que le réceptionnaire, le destinataire du mail, pourra l'ouvrir, ce fichier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même effectuer de la révocation à distance. On a donné des accès à un fichier, on l'a envoyé par mail à un utilisateur et on s'est trompé, par exemple, ou on ne veut plus qu'il ait accès à ce document. Et bien, à distance, on peut révoquer ce fichier et ce fichier devient une brique. Même si l'utilisateur, il fut un temps, il avait accès à ce fichier, il ne pourra plus l'ouvrir. Il ne peut plus rien en faire, il est bon pour la poubelle, le fichier. Le dernier point, c'est la conformité des rapports. On va pouvoir, depuis notre console, identifier les fichiers protégés, par qui et où ils ont été consultés, et les fichiers révoqués. Azure Information Protection et les étiquettes en général, ils sont nativement intégrés dans le client Office. Vous verrez dans votre barre d'outils Office, vous avez un petit champ étiquette qui permet par défaut d'avoir les étiquettes par défaut d'Office, mais auquel, si votre organisation ajoute des étiquettes spéciales, vous les verrez apparaître dans ce champ étiquette natif. Donc l'expérience utilisateur, elle est très très simple et on peut déjà y être familiarisé du fait que c'est toujours présent dans nos clients Office depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises. Passons enfin à l'administration des solutions. Comment configurer
accéder aux informations et y remédier. On va commencer par Intune. Intune, c'est la solution MDM, Mobile Device Management, de MS. Il permet de déployer des applications sur les appareils depuis Internet, par exemple. Il permet également de configurer l'enrôlement Microsoft ATP sur les appareils. Mais ce qui nous intéresse en termes de sécurité, c'est les paramètres de configuration qu'on va pouvoir mettre en place, qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle un peu des GPO dans le cloud. On va mettre en place des fonctionnalités, des restrictions sur les appareils. Exemple, politique de mot de passe, chiffrement BitLocker, configuration de Windows Defender antivirus, ajouter des certificats, du VPN, des restrictions sur le navigateur. Et on va pouvoir également appliquer des politiques de conformité. Ces politiques de conformité, elles vont agir en combinaison avec l'accès conditionnel dont on a parlé tout à l'heure, pour permettre de n'autoriser l'accès qu'aux ressources de l'entreprise, qu'aux appareils qui se conforment aux règles de conformité. Ça peut être exiger le chiffrement BitLocker, avoir l'antivirus à jour, une version minimum du système d'exploitation, par exemple. On interdit les postes Windows 7 d'accéder aux données parce qu'ils ne sont plus supportés, ils ne reçoivent plus de mise à jour de sécurité, donc ils peuvent constituer une faille de sécurité dans le SI. Et enfin, Intune nous permet de configurer la protection des données et des applications qu'on vient de voir, Intune App Protection, Windows Information Protection. Cloud App Security, c'est un Cloud Access Security Broker. C'est une muraille dans le cloud. À l'origine, ce type de solution sert à lutter contre le Shadow IT en identifiant les applications cloud utilisées par vos utilisateurs. Et Cloud App Security, en combinaison avec Microsoft Defender ATP, va vous permettre de bloquer l'accès aux applications SaaS et sites non validés par votre organisation. Il va également faire ce qu'on appelle de la Session Policy, qui va nous permettre, en collaboration avec le Conditional Access, de faire exactement ce qu'on faisait avec Windows Information Protection et Intune App Protection, c'est-à-dire bloquer le copier-coller, les impressions écran, les choses comme ça, mais sur un navigateur web. L'utilisateur qui va accéder à son OneDrive, à son SharePoint depuis un navigateur web, il va se retrouver proxifié par Cloud App Security, qui va limiter les possibilités offertes par l'application dans un contexte personnel. Cloud App Security, il intègre les fonctionnalités précédemment évoquées, à savoir Azure ATP, Defender ATP, Intune, AIP et j'en passe, et il va nous permettre de générer des alertes. Et ces alertes, on va en faire ce qu'on veut. On va par exemple pouvoir bloquer le téléchargement, transférer les alertes d'un Power Automate, anciennement Microsoft Flow pour les anciens. Et ces transferts dans Power Automate, on va pouvoir par exemple en faire des tickets ServiceNow. On a une alerte dans Cloud App Security, ça va automatiquement créer un ticket dans ServiceNow qui va permettre d'être transféré aux équipes en charge de l'alerte. En gros, sky is the limit. Avec Power Automate, on peut faire beaucoup de choses couplées à Cloud App Security en intégrant toutes les différentes briques de fonctionnalités de MS dans la solution Cloud App Security. En vérité, on aurait pu mettre Microsoft Cloud App Security dans n'importe lequel des 4 piliers que j'évoque dans ce webinaire, puisqu'il contribue à la protection des accès, il contribue à la protection contre les menaces, et il contribue à l'administration. Mais comme il intègre les solutions présentées dans ce webinaire, il m'est apparu pertinent de le présenter à la fin de celui-ci. Passons désormais au Microsoft 365 Security Center. security.microsoft.com, si vous voulez vous y rendre et si vous disposez déjà des licences nécessaires. C'est le centre de contrôle de la sécurité en cloud de Microsoft. Il va regrouper toutes les briques de sécu précédemment évoquées en une seule console. Il va nous permettre de détecter, prévenir, investiguer les menaces et surtout y remédier, manuellement, voire automatiquement. L'objectif, il demeure d'interrompre les attaques avant même qu'elles n'aient eu le temps de commettre le moindre dommage. Par exemple, on va bloquer la signature d'un fichier partout, s'il a déjà été identifié comme malveillant sur un poste protégé par Microsoft. Pas forcément un de vos postes, n'importe quel poste dans le monde protégé par Microsoft. Donc à moins d'être le premier à subir l'attaque improbable d'un malware indétectable, vous êtes protégé. Prenons l'exemple d'un incident qui serait survenu dans votre organisation. On a l'onglet résumé, qui va nous offrir un éclairage sur les techniques d'attaque utilisées, ainsi que leur étendue et les indices glanés par les diverses solutions intégrées. Toute l'attaque, elle est résumée en un seul panneau. Ensuite, les autres onglets vont rentrer un peu plus dans le détail. On a l'onglet alerte, qui nous montre toutes les alertes liées à cet incident, et il va nous aider à bien comprendre la stratégie de remédiation effectuée par Microsoft. L'onglet appareil, quant à lui, va nous lister les machines impactées par l'incident, et si on clique sur un appareil, on va obtenir les détails spécifiques à cette machine concernant cette attaque. L'onglet utilisateur fait la même chose pour les comptes qui ont été touchés, et je vous laisse deviner à quoi correspond l'onglet boîte email.
L'onglet investigation, quant à lui, nous liste l'ensemble des investigations effectuées par Microsoft ainsi que leur état et leurs sources concernant cet incident. On voit les sources, on a Microsoft Defender ATP, on a Office ATP, on a Azure ATP, mais on va avoir tous les différents signaux qu'on aura interconnectés avec la solution, avec le Security Center. Enfin, l'onglet Evidence, il va nous rassembler tous les indices récupérés durant ces investigations. Le Security Center, il permet vraiment d'étudier en détail ce qui s'est produit. Notamment, regardez en haut à droite de cet écran, on a l'heure à laquelle l'attaque a débuté et combien de temps celle-ci a duré avant que les outils de Microsoft y mettent un terme automatiquement. Mimikatz, 10 secondes. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. On a également une représentation graphique qui va nous offrir une vue simple du processus d'attaque et de remédiation. Bien souvent, aucune intervention de la part des équipes de sécurité n'est nécessaire à la remédiation. Mais certaines remédiations nécessitent quand même une approbation. Et là, c'est dans l'Action Center du Security Center, ça fait beaucoup de center, que ça se passe. C'est lui qui nous permet d'effectuer les actions manuelles sur les diverses alertes remontées au cas par cas. Le centre de sécurité Microsoft propose une action de remédiation et c'est vos SecOps qui approuveront ou rejetteront cette action. Pour terminer, la fonctionnalité Advanced Hunting rend possible la création de vos propres requêtes qui vont s'appuyer sur la connaissance et l'expérience de vos équipes, ce qu'elles ont du contexte de votre organisation. Et elles vont pouvoir créer des outils personnalisés ainsi que des workflows de réponse aux menaces. Microsoft fournit un certain nombre de templates, d'exemples de modèles, qui avec un peu de personnalisation va vous permettre d'arriver rapidement à vos fins et vous mettre le pied à l'étrier. Il y a également beaucoup de requêtes qui sont partagées régulièrement par la communauté. Petit retour d'expérience d'un de nos clients qui est assez représentatif de ce que MS peut vous apporter. On est sur une société internationale de capital fund management qui gère des dizaines de milliards d'euros. Donc on est dans un milieu très réglementé. On a l'AMF en France, mais ce ne sont pas forcément les pires. Et elle a fait appel à nous dans le cadre d'un transfert complet de son ici dans le cloud de Microsoft. Mur, plafond, moquette. Expertime était en charge aussi bien de la préparation des postes de travail à l'aide d'Intune et de Windows Autopilot, donc Intune, la configuration dont on vient de parler, la conformité et toutes les choses, aussi bien en termes de déploiement d'applications que de sécurité, que de la sécurisation du tout via l'implémentation des différentes briques d'EMS qu'on vient d'évoquer. Le tout avec un très haut niveau d'exigence inhérent à la sensibilité des données traitées par ce type d'entreprise. Nous y sommes allés brique par brique. On a commencé par les mots de passe avec Identity Protection, puis les accès, en implémentant la MFA pour tous, en la conditionnant à des signaux via le Conditional Access. Par exemple, les rôles admin globaux auront systématiquement la MFA appliquée. Les utilisateurs se connectant aux consoles Azure auront toujours la MFA quand ils se connectent à la console Azure. Pour le reste, la MFA s'activera uniquement si l'utilisateur se connecte aux ressources de l'entreprise depuis l'extérieur du réseau de l'entreprise. S'il se connecte depuis un RAN JP qui n'est pas dans l'entreprise, il aura une notification sur son téléphone. Ce client, il a d'ores et déjà désactivé l'expiration de ses mots de passe et il s'appuie sur Azure AD Identity Protection et Azure ATP pour déterminer s'ils sont compromis. Azure ATP, donc, qui est également implémenté, tout comme Microsoft Defender ATP que nous avons configuré sur les postes à l'aide de Microsoft Intune. En parallèle, nous avons créé les étiquettes de confidentialité d'Azure Information Protection, ainsi que leur protection associée, et avons configuré la solution Windows Information Protection afin que les données soient protégées partout tout le temps. L'intégration des périphériques mobiles est en cours et intégrera bien entendu Intune App Protection, aussitôt que les périphériques seront enrôlés dans Intune. Enfin, notre implémentation de Cloud App Security chez ce client lui permet de contrôler les actions des utilisateurs dans Office 365 depuis un navigateur web, et des alertes ont également été créées, par exemple, lorsqu'un utilisateur tente d'exfiltrer un grand nombre de données, ou si un fichier est partagé dans OneDrive par un utilisateur depuis plus de 6 mois. Cette dernière règle soulève un risque intéressant à prendre en compte d'ailleurs, sur le partage de documents. L'histoire va dans ce sens, c'est certain, mais il est important d'accompagner cette pratique. En effet, quand on envoie une pièce jointe par email ou on envoie un fichier à un instant T, alors que quand on partage un document à l'aide de SharePoint ou OneDrive, on donne accès à ce document sur notre partage, donnant accès à toutes les modifications futures de celui-ci. C'est un gros avantage en termes de collaboration, mais un casse-tête en termes de sécurité, car honnêtement, rares sont les utilisateurs qui auront la présence d'esprit de révoquer un partage une fois que celui-ci n'a plus lieu d'être. Ces alertes, elles sont paramétrées afin que le RSSI reçoive un email. Et cette phrase, c'est justement ce RSSI qui me l'a rapporté à l'issue de l'audit de sécurité qu'il venait d'entreprendre. Le projet n'était pas encore terminé,
Et le parc informatique contient alors deux types de postes. Ceux sécurisés par nos soins à l'aide d'Intune et de EMS et les autres. J'ai plus en tête exactement le temps qu'il leur a fallu pour s'introduire dans ces autres. Mais je crois me rappeler que ça se comptait en minutes. Alors tout ça, c'est formidable, me direz-vous. Mais de combien mon budget va être délesté si je veux en bénéficier? Eh bien, de 12,50 € hors taxe par utilisateur et par mois. Alors notez bien que le service il est facturé par utilisateur et non par appareil. Un utilisateur qui dispose de 3 appareils, il sera facturé d'une seule licence. L'option E3 de MS est peut-être envisagée pour les petits budgets ou ceux qui ont d'autres priorités budgétaires. Mais vous serez amputé des fonctionnalités d'Azure ADP2, donc PIM, Privileged Identity Management, et Azure AD Identity Protection, mais également de celle d'AIPP2, Azure Information Protection. Vous serez privé des étiquettes automatiques. Vous aurez des étiquettes manuelles, mais pas automatiques. Et enfin, surtout même, vous n'aurez pas accès à Cloud App Security, la fameuse pieuvre qui nous permet d'avoir des actions et des alertes. Notez enfin que les prix que je vous communique sont les prix publics. Il est toujours possible de négocier avec Microsoft ou votre revendeur agréé pour obtenir négocier des rabais. En conclusion, Microsoft EMS, c'est la solution pour maintenir et sécuriser ces identités périphériques et données en mobilité. Elle évolue très rapidement. Des améliorations et nouveautés arrivent tous les 15 jours. Il m'arrive fréquemment de dire à des clients, ça, c'est pas possible. Et puis 15 jours plus tard, de revenir pour leur dire, ah, en fait, maintenant, c'est possible. Par contre, EMS, il protège des virus et des menaces informatiques, mais malheureusement, il ne protège toujours pas des virus affectant l'homme. Alors, restez prudents. Terminons ce webinaire par une petite série de questions-réponses s'il y a. Alors. Allons jeter un œil aux questions-réponses. Ah, une première question. Donc, j'ai implémenté Azure AD Password Protection sans agent sur mes DC, ça ne m'a pas été demandé. C'est grave? Oui, c'est grave. Azure AD Password Protection sans agent sur vos DC, ça signifie qu'uniquement vos comptes Cloud Only sont protégés. Vos comptes AD classiques qui sont synchronisés dans Azure AD ne sont pas protégés. Ces agents, justement, ils permettent cette protection. Donc en gros, vous êtes très très peu protégé. Il est vraiment primordial d'installer ces petits agents sur les DC. Ils prennent vraiment très très peu de ressources. Ça coûte rien, ça prend 5 minutes à installer et ça vous protège. Ou une autre question, combien de temps faut-il prévoir pour un déploiement de toutes ces solutions de sécurité pour une société de 2500 collaborateurs? Alors merci. Alors c'est pas vraiment l'objet de ce webinaire de vous faire un chiffrage tout de suite maintenant. Mais c'est pas tant le nombre de collaborateurs qui va poser problème dans ce type d'action, étant donné qu'on ait des solutions qui font du scaling, qui sont à l'échelle. Donc, qu'on ait 500 ou 2 millions d'utilisateurs, ça va pas forcément changer grand-chose, à part dans le rollout des solutions, mais la configuration de la solution, ce sera la même sur la console. Ça va vraiment nécessiter une étude préalable pour déterminer le contexte, pour déterminer ce qui est déjà en place dans votre SI, et en fonction déjà des applications qui tournent chez vous, des solutions d'authentification qui sont en place, notamment je pense à l'auteur de cette question, à votre ADFS, mon cher monsieur, ça peut complexifier un petit peu la tâche. Mais je m'avancerai pas à vous donner un délai sans étudier sérieusement le contexte du client. Mais on en reparle, si tu veux. Autre question, l'agent Azure Advanced Threat Protection. Donc on installe sur les domaines contrôleurs, est-il gourmand en ressources sur les DC? Alors c'est vrai qu'il y a certains prérequis, notamment, bon, je ne dois pas tous les avoir en tête, mais on a une nécessité d'avoir au moins 2 processeurs, ainsi qu'une certaine quantité de RAM en fonction du nombre d'utilisateurs. On va avoir des modifs à faire sur nos DC aussi s'ils tournent sur du VMware. Il me semble qu'il y a des petites modifications à faire
sur vos machines virtuelles si vos DC sont sur du VMware, par exemple. Ce qui est pas mal, c'est que Microsoft il va nous fournir un outil qui permet de sizer ces DC en préparation de la mise en place d'Azure ATP. On va faire tourner un agent pendant 24 heures sur tous les DC et il va monitorer l'utilisation des ressources du DC. Et à l'issue de ce monitoring, il va nous indiquer si l'agent ATP peut y être installé tout de suite ou si des modifications sont nécessaires dessus. C'est plutôt bien fichu pour l'avoir utilisé et ça permet en un clin d'œil de savoir si on est prêt pour Azure ATP et quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour s'y préparer. Autre point que je préfère ajouter également, c'est que en aucun cas, l'agent Azure ATP va ralentir vos DC ou vos authentifications. Le DC et l'authentification va rester prioritaire sur l'agent. Si votre DC il a court de ressources, c'est vos authentifications qui sont prioritaires. Autre question, est-ce qu'on peut faire de la MFA sans mobile professionnel? Bien sûr, je le fais moi-même. Mon mobile n'est pas professionnel et je fais de la MFA sur mon mobile personnel. L'application Microsoft Authenticator, ce n'est pas une application professionnelle à proprement parler. C'est une application qui permet de faire de la MFA, que ce soit pro ou perso. Elle permet également de faire de la MFA pour votre compte Outlook.com ou Hotmail ou votre OneDrive perso, par exemple. Elle permet même, pour les utilisateurs sur leur ordinateur personnel, d'ouvrir l'ordinateur sans mot de passe grâce à Windows Hello. On peut l'installer parfaitement sur un téléphone personnel sans que cela ne constitue une quelconque faille de sécurité. On va y ajouter, par contre, si on le souhaite, une couche Intune App Protection, si vous ne vous sentez pas safe. Et c'est justement l'objet de la prochaine question. Est-ce qu'un téléphone corrompu par un spyware peut avoir un impact sur la MFA? Alors, je ne peux pas vous donner ma main à couper sur cette réponse-là, étant donné que je ne connais pas non plus dans le détail l'architecture de l'application Microsoft Authenticator, mais je fais confiance à Microsoft pour l'avoir relativement bien protégée. Et d'un autre côté, si on couple l'application Authenticator à justement Intune App Protection, on va déjà pouvoir permettre de se prémunir des appareils qui seraient routés ou jailbreakés. Les principaux spyware ou menaces que vous pouvez rencontrer sur vos appareils mobiles, ils viennent justement de ces appareils qui sont routés ou jailbreakés, du fait qu'on peut installer tout et n'importe quoi. Si votre appareil il est conforme aux standards d'Android ou d'iOS, généralement, je dis bien généralement, on ne peut pas y installer de spyware ou de malware. Si on ajoute à cela Intune App Protection et la protection contre les appareils routés et jailbreakés, on est tranquille. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Au sujet d'Intune App Protection et Windows Information Protection, tu parlais d'applications compatibles. Que fait une application non compatible? En effet, tout à l'heure, j'expliquais que les applications compatibles sont capables de faire la différence entre le contenu pro et le contenu perso. On appelle ça des applications enlightened. Et effectivement, toutes les applications ne sont pas forcément compatibles. Tout le stack d'applications Microsoft est compatible, bien entendu, et de nombreux autres de partenaires, je pense à Adobe, logiquement, hein, notamment Adobe Reader, est compatible. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une application qui n'est pas compatible? Si l'application ne sait pas faire la différence entre le pro et le perso, il y a trois possibilités. La première, c'est d'utiliser le Microsoft Information Protection SDK pour la rendre compatible. On va modifier l'application pour la rendre compatible. Bon, je souhaite bon courage pour obliger certains éditeurs à la rendre compatible en utilisant le MIP SDK. Ils iront à leur rythme. Ils iront probablement, mais ils iront à leur rythme. La deuxième solution, c'est d'autoriser l'application dans Windows Information Protection ou Intune App Protection. Autoriser l'application, ça signifie que tous les fichiers utilisés par l'application, ils sont considérés comme pro. Tous les fichiers sont professionnels. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour vos applications internes, vos applications built-in que vous avez développées. Vous partez du principe que si vous avez développé une application pour votre organisation, elle n'est pas censée traiter des documents personnels de toute façon. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est dans la solution, vous la traitez comme une autorisée dans Windows Information et Intune App Protection, et ainsi tous les documents qui passeront par elle, si elle doit accéder à des documents, à des tableurs Excel ou des choses comme ça, ils seront, quoi qu'il arrive, considérés comme professionnels. La troisième solution, c'est dernier recours. C'est exempter l'application de Windows Information Protection ou d'Intune App Protection. Quand on exempte une application, les fichiers utilisés par l'application, ils ne sont pas traités par les solutions. En gros, ils sont considérés comme perso. Il faut vraiment utiliser cette solution-là avec des pincettes, parce que sinon, l'application en question, elle peut agir comme une blanchisseuse. En fait, votre application, comme elle est exemptée des protections,
tous les fichiers protégés que vous allez ouvrir dedans, ils seront considérés comme personnels. Ils peuvent être manipulés, et ensuite, quand on va les réenregistrer dans un espace qui n'est pas sur le réseau de l'entreprise, ils vont être considérés comme personnels. Et là, on peut en faire ce qu'on veut. C'est pourquoi Intune App Protection et Windows Information Protection sont souvent considérés comme des solutions contre la fuite de données accidentelle. Azure Information Protection, lui, c'est une solution de fuite de données complète. Mais en vérité, si on a cette solution d'exempt pour exempter certaines applications, ça permet d'agir comme une blanchisseuse et accidentellement, pas intentionnellement, des utilisateurs malveillants pourraient utiliser ces applications comme une blanchisseuse et faire sortir leurs documents. Il n'y a qu'Azure Information Protection qui va vraiment nous permettre de bloquer et de chiffrer le fichier où qu'il se trouve. Il semblerait qu'on n'ait plus de questions. On a fait le tour. On a fait le tour des questions. C'est l'heure pour moi de clore ce webinaire. Un grand merci, sincèrement, de m'avoir accordé de votre temps. Et chose promise, chose due, il est 11h55, on va tous pouvoir aller manger à l'heure. Ce webinaire sera prochainement disponible en replay et libre à vous de transférer le lien qui vous sera prochainement envoyé à toute personne susceptible d'être intéressée par cette présentation, mais qui n'a pas pu y assister. Voilà. Merci encore, bon appétit et bonne journée à tous.